Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui lendemain de match nul aux allures de défaite tant le contenu a été catastrophique et sans évolution, amélioration par rapport à tous nos autres matchs depuis la Coupe du Monde. Galtier semble un petit peu perdu dans ses choix, 4-4-2 à plat au début du match pour ensuite repasser en losange et soyons clairs, c'est clairement pas ce choix qui fait qu'en seconde période, le PSG joue un poil mieux en matière de production offensive. Bien évidemment que le petit regain de forme, et j'insiste bien sur le petit parce que c'est quasiment invisible, c'est le rouge de Marco Verratti et le fait que les Rémois aient paradoxalement moins bien joué, moins bien exploité nos difficultés quand ils étaient en supériorité numérique. Peut-être qu'ils avaient balancé trop d'énergie en première période pour le faire sur tout le match. Dans tous les cas, à la fin des fins, on prend un but qui est un petit peu gaguesque parce que hier, j'ai incriminé Warren Zaïre-Emery après l'avoir revisionné. Pas de problème là-dessus. Et d'ailleurs, son entrée en général est pas vraiment bonne, hein, il faut le dire. C'est pas parce que c'est un Titi qu'on ne va pas le dire. Maintenant, on peut aussi se questionner sur la gestion de tous ces jeunes par Christophe Galtier. Tu as eu des matchs en Coupe de France, un match contre Angers, et tu le titularises au final contre Rennes, équipe très haut de tableau, 4 jours plus tard. Voilà, là, tu le fais rentrer dans un contexte qui n'est pas forcément idéal pour lui, mais ce genre de discours, je peux l'entendre. De l'autre côté, je pense qu'il faut aussi les traiter comme des joueurs à part entière, ces jeunes, tout simplement. Être objectif avec eux et pas de traitement de faveur. Voilà. Et puis ensuite, notons aussi la passivité de Danilo. Dans mon débrief, je dis qu'il fait une bonne entrée. Oui, dans la globalité, mais sur le but qu'on prend, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Il tergiverse, il pense que Renato va avoir le ballon alors que c'est assez clair qu'il ne va pas l'avoir. Et puis, le positionnement de Sergio Ramos, alors ça c'est le pire, quoi. Et vraiment, c'est l'illustration parfaite des difficultés d'un joueur qui a 37 ans, qui se retrouve dans un championnat où les attaquants, les ailiers, quoi qu'on en dise, sont virevoltants, très rapides, viennent te chercher ballon au pied, et donc ça le met vraiment très très mal, pas du tout en confiance, il est derrière tout le monde. C'est simple, si Ramos s'était positionné plus haut, le buteur hier aurait été hors jeu. Voilà, reprenez les images, et ce positionnement traduit tout simplement le fait qu'à 37 ans, il a plus de jambes, il est cramé complètement, et le mec est à chaque fois obligé d'être 10 mètres derrière son compère Marquinhos, pour pouvoir anticiper et arriver dans les temps au duel. Donc bien évidemment, il ne faut pas le prolonger, comme ne pas prolonger Lionel Messi, mais ça c'est quelque chose de global. Revenons sur le désengagement de Mbappé et Messi dans les efforts défensifs. Neymar tente, je crois, 2 fois plus et réussit 2 fois plus d'actions de pressing et repli défensif que Messi et Mbappé. Donc vraiment, dans la MNM, il faut faire une distinction entre d'un côté Neymar et de l'autre les deux zigotos qui ont un apport proche du néant. Et ça, c'est pas possible. On ne peut pas jouer avec des mecs qui font ni action de pressing, ni repli défensif. Et qui sont deux en plus. Parce que d'un côté, tu as Mbappé. Mbappé qui redescend pas. Je comprends pas. 24 ans, il est jeune, il a toute la fougue. La base du foot, c'est un petit peu le collectif, le fait de courir comme un dératé, se dépenser. Lui reste devant. Bon, je comprends qu'on lui tombe dessus dans cette dimension-là. Moi, je lui reprocherais pas vraiment son manque de repli défensif parce que derrière, c'est une vraie menace. Pour tenir la ligne de défense adverse le plus bas possible pour eux, évidemment que Mbappé ne doit pas redescendre, sachant que s'il le fait, il n'y a plus personne pour être une vraie menace en matière de prise de profondeur. Moi, ce que je reproche à Mbappé, c'est ses actions de pressing, mais qui sont ridicules. Tout simplement, reprenez-les. Elles sont d'une nonchalance extrême. Qu'est-ce que tu veux récupérer un ballon avec de telles courses? Là, je parle quand les adversaires relancent et que lui, il fait un semblant de course. Mais ça, c'est du vrai foutage de gueule. Et c'est Mbappé. Donc évidemment, là, je ne suis pas tendre avec lui. Bien sûr, on l'adore. Et dans les gros matchs, évidemment qu'il est clutch. Mais là, sur cette dimension-là des actions de pressing, il se fout de nous. Vraiment, il se fout de nous. Reprenez-les. À chaque fois, c'est des courses. Ça ne peut pas aboutir à une récupération de balle. Tellement il n'y a pas d'envie, tellement il n'y a pas d'entrain, tellement il n'y a rien en fait. Elle ne dégage rien, ces courses d'actions de pressing. Donc pour Mbappé, les actions de pressing. Le repli défensif, à la limite, c'est une menace. Par contre, Messi, le ratio entre le fait de ne pas défendre et du coup les différences que cela engrange quand il a le ballon au pied, il est de 0. C'est simple, 0.
parce que il prend plus la profondeur, il fait plus de différence ballon au pied. Si à la limite il en faisait comme Mbappé, ok, mais là il se replie pas, il fait pas les actions de pressing, c'est absolument catastrophique en fait. Voilà. Et à la finition, il est quand même très très approximatif. Il loupe une balle de 2-0 hier, il y a le nombre de poteaux qu'il a touché depuis sa signature qui est absolument incroyable, et il y a eu quand même pas mal d'occasions loupées. On n'oubliera jamais le penalty face à Thibaut Courtois lors du match aller l'année dernière au Parc des Princes contre le Real. Voilà, signalons-le. Et on attend le match contre le Bayern Munich, mais encore une fois, en décembre, quand j'alertais sur l'investissement de Messi, attendre la double confrontation contre le Bayern, il y en avait plein qui me prenaient la tête dans les commentaires en me disant « Ouais, t'as vu, il a fait 120 minutes en finale de Coupe du Monde, comment tu oses douter de son implication sur un 8e de finale de Ligue des Champions ?» Mais les gars, Messi au PSG, c'est pas Messi en Argentine, c'est une évidence. Et la question de l'investissement, elle est mais primordiale. Il était au ski cette semaine, on peut déjà se poser des questions. Je rappelle qu'il y a 2 mois, Manuel Neuer s'est pété la jambe en faisant du ski justement, que dans certains clubs, c'est marqué dans les contrats que les joueurs n'ont pas le droit de pratiquer ce genre de sport. Je crois qu'au Real, Benzema avait pris une rouste, peut-être pas une amende, quoique je crois que c'était ça, pour avoir fait du parachute à Dubaï, si je dis pas de bêtises, ou avoir fait une activité à sensation là-bas, tout simplement. En matière d'investissement, il a eu le droit à 3 semaines de vacances, il repart au ski en début de semaine, il te pond des bouses. Franchement, depuis son retour, c'est le match contre Rennes. Le pire, c'est l'exécution technique en fait. Même ce qui était une science exacte chez lui, il le contredit. À savoir, les renversements de jeu, aller chercher le latéral à l'opposé. Ça, il ne sait plus le faire. C'est catastrophique. Hier, il ne savait pas les faire. L'exécution technique était atroce chez Messi. Et donc, certains me diront que j'en fais mon bouc émissaire, ma tête de turc. Mais le problème, c'est qu'il faut voir plus loin que le terrain. Aujourd'hui, tu es dans un club où tu as donné une prolongation jusqu'en 2027 à Neymar. On peut se questionner sur la pertinence de ce choix, mais dans tous les cas, il est fait, il faut composer avec. Tu as de l'autre côté Mbappé, qui a prolongé, qui est évidemment le plus jeune des trois, donc la question d'un départ se pose pas vraiment. Et Messi, qui est en fin de contrat en juin, et que tu t'apprêtes à prolonger. C'est pour ça que je m'acharne sur lui, parce qu'à un moment donné, ça sert à rien de chercher d'autres boucs émissaires, ça sert à rien de faire des débats, faut faire partir Neymar. Mais les gars, objectivement, Neymar, c'est pas possible. Luis Campos, on le sait tous qu'il a essayé de le faire partir, qu'il a essayé de le refourguer à Chelsea, je ne sais qui. Neymar ne veut pas. Neymar a un salaire immense, il est heureux à Paris. Voilà, c'est terminé, on ne pourra pas s'en débarrasser si on le voulait. Et même en matière d'implication, d'un point de vue objectif, en passant cette question des contrats, je pense qu'il faut faire confiance au duo Neymar-Mbappé plutôt qu'au trio MNM qui n'a jamais fonctionné quand ils étaient tous les trois. Voilà. Même si on fait un gros début de saison, au final, en octobre, t'en as un qui traîne son spleen, qui te fait une story sur Instagram et qui, au final, obtient gain de cause par le biais d'un choix purement politique, comme d'habitude dans ce club, le passage au 4-4 de Losange, alors que ce système à 3 marchait plutôt bien avec un Mbappé axial, ce qui lui déplaisait parce qu'il veut absolument être sur son aile, et ça, je le répète, ça, Mbappé, franchement, je lui en veux sur cette question de vouloir toujours jouer ailier, vouloir faire des différences sur le côté pour revenir vers l'intérieur. Pense au but, pense au but. Là, au final, ça fait des matchs où même les statistiques ne le sauvent pas en fait. Parce qu'il est trop loin de la zone de vérité. Il n'a plus ses occasions. Et le pire, c'est quand il en a, à chaque fois, il en loupe une par match. Contre Rennes, il fait son énorme loupé sur son entrée. Et il y a plein d'autres matchs où il a fait son fameux loupé. Même avec l'équipe de France, il y a eu ça. Donc, à un moment donné, reprend un rôle axial. Je le répète encore une fois, la clé pour sauver les meubles sur la seconde partie de saison, c'est revenir au système à 3. Et ensuite, en fin de saison, c'est ne pas prolonger Ramos et Lionel Messi, essayer de mettre un petit peu plus de logique, mieux construire cet effectif en arrêtant de mettre 150 millions sur 5 nullards et les mettre sur 2 titulaires, tout simplement. Bref, dans tous les cas, il y a un mercato.
Et puis il y a un match contre Montpellier mercredi, les gars. C'est pas tout, hein. Là, on est en dépression, mais dans moins de 48 heures, on a le retour du Galtier Ball et de son super PSG qui nous enjaille tous, hein. Attention, les gars, vous avez que 48 heures de répit. On est reparti dès jeudi hein, pour à nouveau traîner notre spleen. À moins que Messi ou Neymar mettent un... Et pareil, les corners à deux, mais faut arrêter, hein. Les corners à deux, faut arrêter, hein. Parce que là, c'est écrit que contre le Bayern, on va se manger une contre-attaque de baiser. Et qu'il va y avoir au moins sur la double confrontation une occasion franche sur le Bayern, pour le Bayern, je dis pas un but, mais une occasion franche, parce qu'on aura joué nos corners à deux là. C'est pas possible en fait, c'est pas possible. Il faut arrêter ce genre de truc. Bref, bon, revenons sur le mercato. C'était le sujet de la vidéo. Selon l'équipe, eh bien, on a encore un nouveau nom qui est sorti. C'est Johan Bakayoko, 19 ans, belge. Je crois qu'il a aussi la nationalité ivoirienne, qui joue au PSV Eindhoven, pas en équipe première, voilà, mais qui a des qualités qui collent parfaitement avec ce qu'on recherche. Pardon. C'est un ailier droit gaucher qui a un contrat jusqu'en 2025 là-bas et une valeur marchande à 4,5 millions. Donc là, je retrouve un petit peu le Luis Campos auquel on s'attendait à son arrivée. D'ailleurs, notons quelque chose. Luis Campos avait une société, alors je ne connais pas par cœur, mais il avait une société de scouting, de data et tout ça, qui marchait à plein régime quand il était à Lille et tout ça. Et j'ai lu dernièrement comme quoi cette société a été fermée en avril dernier, donc juste avant sa signature. Donc je ne sais pas sur quoi il se base pour faire notre recrutement, mais visiblement la société qui faisait ses beaux jours dans ses anciens clubs, elle est plus d'actualité, elle a fermé. Est-ce qu'il en a une nouvelle? Parce que je sais qu'il n'est pas sous contrat avec le PSG en fait. Je crois que c'est juste de la prestation de service par rapport à sa société. Il est en conseiller en fait. Il est en société de conseil. Voilà, c'est comme quand une entreprise prend une société de conseil en communication, en cybersécurité ou trucs comme ça. Je pense que ça rentre dans ce rayon juridique et je crois qu'il est vraiment pas sous contrat en fait au PSG. Que c'est juste un conseiller et que du coup par exemple sa rémunération ça doit peut-être aller sur le compte de sa société. Bref, dans tous les cas, celle qui marchait, elle est fermée visiblement. Dans tous les cas, 19 ans, donc bon, on va pas se mentir, je le connais pas vraiment, mais c'est quelqu'un qui est électrique, qui est du coup ailier droit gaucher, qui fait des différences. Je crois qu'il y a du déchet quand même dans son jeu à noter, qui fait que aujourd'hui, il n'a pas beaucoup d'expérience en pro, c'est un U19, on peut se questionner sur le fait d'aller chercher ce genre de joueur, mais bon, aller le chercher directement à la source, c'est ce que Campos faisait avec Fabinho Bernardo Silva. Là, de toute façon, en attaque, t'es bloqué complètement. On en revient au même problème en fait. Hein. Avec les trois de devant, tu ne peux pas recruter. Et je vois des gens qui disent Hakim Ziyech. Mais les gars, Hakim Ziyech, il a 29 ans. C'est-à-dire que si tu le recrutes et que ça ne marche pas, ce qui a de grandes chances d'aboutir parce qu'il n'aurait pas de temps de jeu par rapport à la MNM, tu ne peux pas le revendre. À 29 ans, c'est pas possible. Ensuite, il a un trop gros salaire. Même Ziyech, on ne peut pas le signer aujourd'hui. Son salaire est trop imposant par rapport à la masse salariale qui est prise par les plus de 100 millions qu'on donne aux trois, tout simplement. Voilà, elle est là la réalité. Et Ziyech, est-ce que lui, il va vouloir venir jouer? Ok, avec son compatriote Achraf Hakimi, mais surtout derrière, et sans possibilité d'être titulaire, derrière Messi, Neymar et Mbappé en fait. C'est ça qui est très très compliqué. Donc, aller chercher directement un jeune à la source qui accepterait un espèce de statut comme ça, je préfère cette piste à toutes les autres qui ont fuité en fait. Hein. Même Malcolm. Parce que là, Malcolm, en gros, on est sur un point de tension entre le Zénith qui veut une OA quasi obligatoire ou un transfert sec, et le PSG qui veut un prêt sans OA. Bien évidemment, s'il n'y a pas d'option d'achat, c'est quand même une belle affaire pour mettre de la plus-value par rapport à Sarabia et apporter un nouveau profil dans l'effectif. Moi, je prends. Mais maintenant, le Zénith ne veut pas, ce qui se comprend parce que c'est un de leurs meilleurs joueurs cette saison. Je vois pas pourquoi ils le laisseraient partir sans option d'achat. Donc là, il faut qu'un des deux clubs fasse le premier pas à voir qui va obtenir gain de cause ou si ça va rester comme ça et qu'il ne viendra pas. Dans tous les cas, concernant le PSV, ils ont quand même vendu Gakpo et Madueke, 35 millions à Chelsea, lui. Donc c'est difficile de les imaginer lâcher un énième joueur de ce profil-là
offensif sur le côté ailier, puisque Madueke est un ailier droit comme Bakayoko. Donc voilà, moi franchement, je fais partie des gens qui sont séduits par cette piste. Voilà, à un moment donné, je reprochais à Luis Campos son manque de créativité. Je sais pertinemment qu'on ne peut pas recruter un Mohamed Salah pour être remplaçant, on ne peut pas recruter un joueur qui touche 6-7 millions par an parce que eh bien, les trois de devant nous l'empêchent par rapport au fair play financier et la masse salariale. On ne peut pas convaincre un joueur de classe mondiale de venir derrière la MNM sans possibilité d'être titulaire. Donc, pour rester fidèle à ma ligne éditoriale, disons, je valide plutôt cette piste. Voilà. Comme je valide celle de Malcolm, dans le cadre d'un prêt sans option d'achat. Si on le recrute, avoir le prix, mais là, j'émettrais quand même un petit peu plus de doute. Et puis pour Skriniar, le PSG devrait proposer 15 millions bonus compris selon RMC Sport. Le joueur a déjà signé jusqu'en 2027. À voir s'il va venir cet hiver. Alors, ce week-end, il y a eu comme quoi il avait parlé à la presse slovaque qu'il avait déjà signé avec le PSG. Mais ça a été démenti. Dans tous les cas, je pense que dans les 6 prochains mois, s'il reste à l'Inter, ça va être très compliqué. Je crois qu'ils réfléchissent à lui retirer le brassard de capitaine. Il risque d'avoir les sifflets, surtout aussi la tête ailleurs. Et sur le terrain, avoir des prestations pas forcément dignes de ce qu'il est capable de montrer avec son club actuel. Donc on espère qu'il va venir d'ici à mardi soir, surtout que défensivement, on en a plus que besoin. Ramos, voilà, il ne faut absolument pas le prolonger et je ne vois pas comment on peut se présenter face au Bayern avec Sergio Ramos dans l'équipe. C'est clairement, mais je ne sais pas si on se rend compte comment c'est un boulet pour l'équipe en fait, le garçon. Il a 37 ans là. Contre le Bayern, tu vas faire quoi? Il va prendre Choupo-Moting au duel, mais même contre lui, il sera pris de vitesse. Moussiala, Gnabry, Sané, ça va être très très compliqué en fait. Et c'est pour ça que je préfère quand même aligner Skriniar, voire même une défense à 3. Parce que le Bayern attaque quand même à 4 offensifs en fait. Il joue en double pivot. Donc, numériquement, tu peux te mettre à égal si Neymar fait les efforts, si tes pistons font que le Bayern doit étirer son bloc. Moi, je milite pour ce système à 3, c'est pas possible. Je peux pas imaginer une seule seconde cette défense à 4 avec que 2 centraux et des milieux de terrain nonchalants qui ne savent pas se placer pour défendre face à un 4-2-3-1 en fait, avec 4 joueurs à vocation offensive. Un vrai buteur, un espèce de numéro 10 virevoltant qui n'a pas de poste et qui se trimballe entre les lignes, et 2 ailiers qui vont faire très mal en fait. Voilà, les mecs jouent à 4 offensifs, donc pour moi il faut la défense à 3 pour être un petit peu plus tranquille, surtout que derrière, écoutez, le Bayern joue avec 2 milieux et puis une défense à 4 qui elle aussi devrait se faire martyriser par Mbappé. Donc vraiment, pour ce match-là, je spoil ma vidéo d'avant-match, mais ça me paraît évident de se présenter avec ce système à 3. Le 4-4-2 à plat, mais il faut arrêter tout de suite, c'est pas possible. Carlos Soler pour animer un couloir droit, c'est juste cataclysmique. Et Neymar lui demander d'être milieu gauche d'un 4-4-2 à plat asymétrique avec 2 lignes bien distinctes de 4 joueurs, c'est pas possible. Je veux bien qu'il fasse des efforts, mais on va pas lui demander ça non plus, Neymar. Bref, bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis on se retrouve demain soir pour l'ultime vidéo Mercato avec, on l'espère, une recrue tout simplement au PSG. Bref, bonne soirée à tous, n'hésitez pas à, je l'ai déjà dit, allez parier avant tout, ciao les amis.